Monsieur François Brodeur, pardon. Bonsoir, M. le maire. Conseiller. En fait, ma question est fort simple. C'est suite à l'article paru dans le Point Sud du journaliste Maxime Dorel au sujet, comme quoi le titre, c'était le sénateur Paul Mascotte a contrevenu pour le droit du lobbyisme. Ma question est fort simple. C'est qu'à un moment donné, dans l'article, on dit oui, j'ai rencontré les gens de la ville suite à leur demande. Donc, ce qui m'intéresse de savoir, moi, c'est à cette rencontre-là, qui était présent, c'est-à-dire, quand tu as rencontré les gens de la ville, j'aimerais savoir est-ce que c'était l'ensemble des conseillers qui étaient présents pour rencontre qu'il y a eu avec M. Mascotte. Bon. J'ai à certaines occasions répété ici qu'il y avait eu 2 rencontres. Vous voulez parler de la première? Les 2 rencontres. Les 2 rencontres. À la première rencontre, il y avait moi-même, Mme Joss, M. Arros, M. Mascotte et 2 de ses collaborateurs. Puis la deuxième, La deuxième rencontre, il y avait moi-même, M. Larose, M. Mascotte et un de ses collaborateurs de la firme d'architecte paysage. Voilà, c'était simplement ma question. Je vous remercie. J'en prie. Madame Sica. Bonsoir. Moi, je voudrais tout simplement obtenir de vous des éclaircissements. Concernant le règlement municipal pour le droit de parole aux séances du Conseil. À la séance de janvier, la dernière, donc M. Arpin, qui est conseiller de mon district, a coupé la parole à quelqu'un en disant on réserve le droit de parole aux citoyens de Saint-Bruno. Et Mme la secrétaire a renchéri en disant on donne la priorité aux enseignants. Alors, je voulais simplement savoir quel est le règlement qui s'adresse à ces questions-là par rapport au droit de parole. Je ne ferai pas d'interprétation, je vais dire. Vous lisez le procès verbal, c'est ça? Pardon? Vous lisez le procès verbal? Non, je lis le règlement. Le règlement. Les séances du Conseil sont publiques. Il y a une période de questions d'une durée de 30 minutes. Cette période prend fin avec l'expiration. La période de questions dure 30 minutes et elle peut être prolongée de 30 minutes sur proposition. Deuxièmement, la liste du nombre d'interventions est limite dans le temps d'intervention. Au cours de cette période, une personne peut poser des questions pendant une période maximale de 3 minutes. Mais si le temps le permet et que toutes les personnes désirant s'exprimer l'ont fait, cette personne peut intervenir à nouveau. Une personne qui désire poser une question doit inscrire son nom dans un registre mis à la disposition des personnes intéressées avant la séance. Dès que la parole lui est accordée par le président de la séance, elle doit se lever, se présenter au microphone et décliner son nom. Elle s'adresse à la personne qui préside la séance. La question doit être directe, succincte et non assortie de commentaires. Si le temps le permet que toutes les personnes inscrites se sont exprimées, une personne qui ne s'est pas inscrite dans le registre peut poser des questions. Ça va? Donc, il n'y a rien en rapport avec ce que dans le fait que les gens de Saint-Bruno ont la priorité. Je n'irai pas jusqu'à là. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de disposition précise là-dessus, le sens quand même de la période de questions est de permettre aux citoyens de Saint-Bruno, je dirais prioritairement, de poser leurs questions aux élus aux personnes qu'ils ont élues. Et il peut y avoir à ce moment-là, je pense, un certain ordre d'établi dans la liste des personnes qui peuvent poser des questions, je dirais, de façon prioritaire, c'est-à-dire les premiers à pouvoir les poser sont, à mon avis, les citoyens de Saint-Bruno. Et par la suite, d'autres personnes peuvent se présenter pour poser des questions. Ça va? Excusez-moi, mais j'ai eu une urgence et je suis encore Roger Bolduc. Est-ce que vous avez mon nom sur la liste au début? Non, je ne l'ai pas. C'est-à-dire que je ne sais pas. Oui, M. Bolduc, vous venez tout de suite. Oui. D'accord. OK.
Juste pour vous dire que je suis arrivé. D'accord, merci. Alors, quand vous êtes arrivé, on va au 30, c'est-à-dire que c'est vous le troisième. Ah oui? Si c'est vous, M. Bolduc. Roger Bolduc, oui. J'ai pas de Roger, j'ai M. Bolduc. Ça va? OK, Roger Bolduc, je suis citoyen de Saint-Bruno. Vous avez le droit de parler. Oh, pardon? Vous avez le droit. Ah. Et puis, je ne demeure pas dans l'arrière-cour de la forêt des Hirondelles, mais par contre, je suis affecté par les émissions de la forêt des Hirondelles. Alors, ma question, M. Benjamin, j'aimerais savoir actuellement, pour la ville de Saint-Bruno, la couverture forestière de la ville de Saint-Bruno représente quel pourcentage? Ah là, il faudrait que... La couverture forestière. Pardon? La couverture forestière, vous dites? Oui. Elle est très grande, mais je n'ai pas de statistiques par-devers moi. Vous n'avez pas de statistiques? Non, j'en ai pas. Mais je peux en avoir, je pourrais en demander, mais je ne pourrais pas vous donner un pourcentage. Ça vous me demandez une question, je vous réponds. Vous m'avez demandé une question, je vous réponds que je n'en ai pas de statistiques ici. Mais pour signer le projet des Hirondelles, c'est une chose élémentaire à connaître. Quoi? La couverture forestière. Non, c'est pas essentiel de la connaître dans le détail au niveau du pourcentage. On a chacun nos opinions. Je vais vous le dire. La couverture forestière de la ville de Saint-Bruno est de 13 %. Elle devrait avoir 30 Ouais. d'ici 20, 30, 40 ans. 20, 30 ans. Est-ce que le projet de la forêt des Hirondelles, le projet de la détruire est un pas en avant ou un pas en arrière pour avoir un environnement sain à Saint-Bruno pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, de toutes vous autres, de toutes vous autres, et de toutes vous autres, et de tous les citoyens. Alors, c'est ça votre question? Voilà. C'est ça, votre question? Oui. D'accord. Est-ce que ça a été enregistré? Non, on n'enregistre pas les questions. Il n'y a pas de greffière? Oui, il y a une greffière, on n'enregistre pas les questions, on enregistre les thèmes. Alors, est-ce que vous me permettez de faire deux demandes rapidement? Je vais d'abord répondre à votre question, si vous permettez. Oui, ça va dans le même domaine. Est-ce que je pourrais avoir le détail du budget 2012 avec les hypothèses qui ont été émises pour émettre ce budget-là? Et le budget, et les dépenses, et les revenus. Ouais. Vous pouvez vous présenter à l'hôtel de ville en tout temps et d'ailleurs aller sur le site Internet et vous verrez le budget. Je vais plus de détails. Vous verrez le budget qui est sur le site Internet et s'il y a besoin de d'autres détails, vous pouvez vous présenter à l'hôtel de ville. Ça me fera plaisir de répondre. Troisième question. Dernière demande. Est-ce que je pourrais avoir les hypothèses que vous avez émises que les revenus potentiels de la forêt des Hirondelles seraient de 13 millions dans 40 ans? Ça me fera plaisir de vous le fournir. Le document existe et il existe aussi, si je ne m'abuse, sur le site d'État. Est-ce qu'on l'a mis? Ça me fera plaisir de vous remettre dès demain matin, si vous voulez, vous présenter à l'hôtel de ville, je vous en remettrai une copie. Je vais y aller, puis j'ai les compétences pour l'analyser. J'en doute pas. Merci. Madame, Rodrigue. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ici ce soir parce que, depuis un an, on travaille avec les citoyens de Saint-Bruno par rapport au projet de la forêt des Hirondelles. Et à plusieurs reprises, on a entendu de votre part que la ville est un petit peu coincée à cause d'éventuelles possibilités de poursuites judiciaires de la part du promoteur, que c'était difficile vu que c'est un terrain privé et tout.
On a pris l'initiative, l'APES, d'organiser une conférence avec Maître Jean-François Girard, qui est avocat en droit de l'environnement et qui accompagne justement les municipalités dans le cheminement de préservation des milieux naturels. On vous a fait parvenir l'invitation ainsi qu'à toutes les municipalités de la MHC, mais Saint-Bruno ne nous a pas répondu quant à sa présence. J'aimerais savoir si vous ou un de vos conseillers ou en fait, quelqu'un de la ville de Saint-Bruno sera présent pour venir à cette rencontre-là, qui, je pense, est très importante, surtout pour la suite des choses. Saint-Bruno est très dans la mire des promoteurs. Je pense que ça peut être un bon outil là, pour vous. J'ai bien reçu votre invitation. Je ne pense pas pouvoir y être, mais si je pouvais, j'y serais. De toute façon, j'ai quand même pu entendre votre conférencier à l'émission Vox tout dernièrement. Et j'ai appris beaucoup de ce qu'il a dit. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà, à pouvoir écouter cette émission qui a été enregistrée et qui est diffusée maintenant. Est-ce que vous pensez qu'un de vos conseillers ou un des fonctionnaires... Je ne pourrais pas vous répondre ce soir, honnêtement. Je ne pourrais pas vous répondre. Okay, donc, je vous ai renvoyé un rappel par courriel. Donc, j'aimerais bien, si quelqu'un pouvait me répondre, parce qu'on aimerait bien souligner la présence de tous les participants des différentes municipalités. On a eu beaucoup de réponses jusqu'à maintenant, mais j'aimerais avoir une réponse. Merci. D'accord. Merci. Madame Malilou Alali, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, lors de la dernière réunion du Conseil, encore une fois, j'ai démontré que les membres du comité consultatif en environnement ont recommandé à l'unanimité pour des motifs écologiques de conserver la forêt des Hirondelles dans son intégrité. Vous l'avez d'ailleurs mentionné vous-même dans l'article que vous avez envoyé au journal La Presse. Alors maintenant, Mme Hudon nous dit que même si le plan de conservation des milieux naturels de la ville de Saint-Bruno ne prévoit pas la conservation de la forêt des Hirondelles, le CCE appuie ce plan. Alors, moi, je trouve ça très paradoxal que d'un côté, ils veulent la sauvegarde de la forêt des Hirondelles et que de l'autre côté, ils ne le veulent plus. Alors, je me demandais, est-ce qu'il existe un document, par exemple, un procès-verbal qui prouve l'appui du CCE envers le plan de conservation des milieux naturels de la ville de Saint-Bruno? Un procès-verbal qui prouve quoi? Oui, l'appui du CCE envers le plan de conservation des milieux naturels. Sûrement. Mais je sais pas. Ça a été noté au procès-verbal. Je vous rappelle encore une fois, Mme Allary. Quel procès-verbal? Je vous rappelle encore, Mme Allary, que le CCE avait souhaité que la forêt puisse être conservée, mais que si ce n'était pas possible pour toutes sortes de raisons, il proposait des amendements, des mesures à prendre pour en protéger une grande partie, et les recommandations du CCE qui avaient été approuvées à ce moment-là en majorité ont été transmises au comité d'urbanisme et ça a été appliqué intégralement dans le projet de l'AFITEC. Maintenant, pour ce qui est du plan de conservation des milieux naturels, il y a eu une présentation qui a été faite au CCE. Je ne me souviens pas de la date par cœur, et les gens ont dit à l'unanimité qu'ils étaient satisfaits du plan. Et jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a dit autre chose. Voilà. D'accord. Mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'il existe un procès-verbal du CCE qui prouve ce que Mme Hudon dit? Il y a des procès-verbaux qui existent pour chacun des comités consultatifs. Les procès-verbaux ne sont pas accessibles. Alors, moi, j'entends d'autres choses de la part des membres de ce comité-là. Alors, il n'y a pas moyen de vérifier. Transparence. C'est pas par les procès-verbaux sûrement. Les procès-verbaux des comités consultatifs sont transmis aux élus. Je suis surprise, Mme Allary, que vous entendiez autre chose, alors que c'est quelque chose qui se discute de façon régulière au CCE. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu personne dire qu'ils étaient contre le projet de plan de conservation des milieux naturels. Alors, il n'y a pas moyen d'avoir accès à ces... Vous avez répondu, ça fait D'accord, très bien. J'ai une deuxième question. Alors, je voudrais revenir sur la fête du lac qui a eu lieu les 5 et 6 février dernier.
Je ne sais pas si vous étiez présent. Non. D'accord, parce que j'y étais et je vous ai pas vu, donc je n'étais pas certaine. En fait, j'étais présente avec d'autres de mes concitoyens afin de faire circuler une pétition qui est présentement enregistrée à l'Assemblée nationale. Cette pétition-là demande en fait au ministère de l'Environnement de protéger les forêts à valeur écologique là, dans le pourtour du Mont-Saint-Bruno, étant donné que le parc national ne fait que 6 km², alors on souhaite pousser la conservation hors limite du parc. Et alors que nous étions dans le parc du lac du village, il y a eu une intervention policière. Donc, les policiers sont venus nous voir et nous ont demandé de quitter les lieux. Alors, évidemment, on a été très surpris. On a demandé qui avait fait cette demande-là. On nous a répondu que c'était la ville qui l'avait fait. Alors, premièrement, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? J'étais pas. Alors, est-ce que vous savez qui l'a fait? Non, je pense que, honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait eu de demande d'expulsion des gens de la région du lac pendant cette manifestation. Monsieur, quand j'ai parlé aux policiers, ils nous ont demandé de quitter les lieux. Non, je ne sais pas ce que le policier vous a dit. Moi, vous me posez une question à moi, je vous réponds. Alors, c'est pas vous qui avez fait la demande? Non. Est-ce que je peux vous demander, Monsieur le maire, si vous trouvez la personne qui a fait la demande au sein de la ville, car c'est ce que les policiers nous ont dit, est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là que de faire circuler une pétition dans un parc municipal à Saint-Bruno, ce n'est pas une infraction au règlement? Ça ne m'apparaît pas une infraction. Donc, c'était pas du tout nécessaire de demander une intervention. Et moi, j'ai vu ça comme... Faudrait-il qu'il y a eu demande? Je ne sais pas, je vais vérifier. Je vais vous répondre que je ne sais pas s'il y a eu une telle demande et qui l'a fait. D'accord. Est-ce que vous voulez le nom du policier? Oui, sûrement. D'accord, je vais le transmettre à Mme la greffière. OK? Alors, moi, j'ai vu ça comme une forme d'intimidation, alors qu'on ne commettait aucune infraction. En passant, la pétition est ici, 750 Montarvillois l'ont signée. Les gens ne faisaient pas la queue que pour manger des hot dogs, ils la faisaient pour signer la pétition. Bravo! S'il vous plaît. Bonsoir. Alors, une importante pétition ici même à Saint-Bruno, grâce aux efforts de citoyens. Et elle a été déposée, en fait, j'ai deux questions. Une pétition a pris naissance ici à Saint-Bruno, grâce aux efforts de citoyens. Elle a été déposée à l'Assemblée nationale le 15 février par Franck Saint-Arnaud, député de Chambly. Ça devrait être une fierté pour notre ville. Cette pétition, qui continue, a récolté à ce jour 5500 signatures et ce n'est pas terminé. C'est la même pétition dont on parle, mais il y a une version à l'Assemblée nationale concernant électroniquement. Cette pétition demande au ministère du Logement durable et des Parcs de reconnaître les milieux naturels de la Rive-Sud. Il me semble que c'est un geste naturel et louable en 2012 que de se retrouver hors de notre planète. Les citoyens sont très réceptifs à cette idée, même très volontaires dans leurs actions pour protéger leur environnement. Mme Malary a mentionné avant moi l'empressement des citoyens à signer la pétition lors de la fête d'hiver au parc. Personnellement, j'ai eu le même plaisir à constater le même empressement à la fête du Père Noël de 3 décembre, alors que j'invitais les gens à se joindre à une marche pour la protection de la forêt des Hirondelles qui a attiré une centaine de personnes le 10 décembre. Je me suis même fait ce jour-là des amis, dont plusieurs personnes du 3e âge, et une dame retraitée m'a même invité à prendre un verre de vin chez elle. Le 8 janvier, lors de votre cérémonie des vœux annuels, plusieurs membres d'associations montarvilloises m'ont approché et se sont montrés très positifs envers notre cause. Un citoyen que je ne connaissais pas... Madame Bernier, permettez? Oui. Vous allez poser votre question, s'il vous plaît? J'aimerais juste démontrer l'intérêt des gens. J'ai presque fini. Si ça ne vous dérange pas. Un citoyen que je ne connaissais pas s'est même offert, sans que je vous demande, à concevoir et à fabriquer gratuitement une très belle affiche pour annoncer cette importante pétition. Ça, c'est quelque chose qui est en toile. J'en ai eu plusieurs. Il a fait ça assez frais avant Noël. Vous la regardez. Alors ça, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas qui m'a dit « je te fais ça ». Je vous fais ça, je te fais ça.
J'ai reçu l'ordre d'un résident inconnu de McMasterville de nous faire un site Internet professionnel gratuitement pour annoncer cette marche. Un professionnel de site Internet professionnel. J'étais au Dolorama du maire Montenac lorsque un ex-maire de Saint-Jean-Baptiste, M. Richard Turcotte, retraité, m'a abordé par hasard pour m'encourager à ne pas se laisser faire et à me dire combien il souffrait de l'horrible carrière du Mont-Saint-Hilaire. Parce que je le répète, la pétition sur les milieux naturels à Rive-Sud, et pas seulement sur la forêt des Hirondelles. Le gérant du Sport Expert m'a sauté dans les bras et a immédiatement épinglé notre affiche sur son mur. Lui se bat contre les gardes de schiste. Je pourrais continuer comme ça pendant 1 heure. Il y a donc une volonté réelle des citoyens de tout âge à conserver le peu qui nous reste de nos milieux naturels montérégiens. Question numéro 1. Monsieur le maire, est-ce que vous et votre conseil municipal avez l'intention d'appuyer vos concitoyens dans leur lutte pour conserver nos milieux naturels en signant cette importante pétition nationale qui origine de notre ville, mais en dépasse largement les limites? Je n'ai pas l'intention de signer cette pétition. Est-ce que d'autres personnes du conseil? Oui, Le ministre de l'Environnement. Alors, le travail est vraiment bien. Je le dis très fort, comme d'autres, pour ce sujet. Je voudrais avoir un peu de respect. Alors, je me suis rendue à la bibliothèque municipale de ma ville au janvier et on m'a pas permis d'afficher cette jolie affiche qui ne constitue aucune publicité haineuse ni ne fait aucune discrimination. Alors que vous prenez nos taxes pour faire toute la publicité qui vous chante contre la logique de notre regroupement citoyen ou pour mousser vos calculs budgétaires. De quel droit est-ce qu'on me refuse d'afficher une pétition nationale mise sur pied par notre député provincial à la bibliothèque municipale de la ville à laquelle je contribue dans mes taxes? Bravo! je vous remercie. Les pétitions ou d'autres sortes de documents aussi ne sont pas circulés, ne circulent pas à l'intérieur des édifices municipaux de cette ville. Et c'est une règle. Mais de mettre une affiche, de faire circuler une pétition de... Non, mais les documents et autres documents qui ne sont pas des documents de la ville ou des organismes accrédités par la ville, il n'y a pas de circulation de documents. Ce qu'on m'a dit, c'était... J'aurais aimé qu'on dise ça, mais je peux vous dire ce qu'on m'a dit, parce que ça serait bon qu'on informe les gens. Parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'était, étant donné que la ville est impliquée là-dedans, là, on ne veut pas... C'était pas d'ordre général. Celui qui vous a dit ça. Ben, on sentait de la méfiance. Moi, je peux vous dire que c'est ce que j'ai senti. J'aimerais quand même, mais écoutez, ça commence à être entre nous une tradition. J'aime ça faire des cadeaux. Je suis comme ça. Enfin, je vais vous donner une petite photocopie de la pétition. Si jamais vous changez d'idée, vous aurez l'adresse. D'accord. Ça me fait plaisir, j'en ai plusieurs. Merci. Excusez-moi, vous pouvez commencer avec l'autre personne. Mais ils ne veulent pas la signer. Peut-être que leur conjoint. Ah, merci. Monsieur Martin Gavronon. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ici pour parler de l'article sur le sénateur Massicotte. J'espère que tout le monde est au courant de l'article qui est paru dans le Point Sud le 14 février dernier. Le titre de l'article, c'est « Le sénateur Paul J. Massicotte a contrevenu à la loi sur le lobbyisme ». Je vais lire un court extrait. Le promoteur et le sénateur libéral Paul J. Massicotte a agi illégalement en sollicitant au moins 2 rencontres avec les élus et fonctionnaires de la ville de Saint-Bruno. En ne s'enregistrant pas au régime des lobbyistes, le sénateur Massicotte a agi en contravention de la loi sur l'éthique et de la transparence en matière de lobbyisme. Alors, ma première question, c'est êtes-vous outré de cette situation? Non, je ne suis pas outré. Vous rapportez... Avoir été floué? Non. Ça répond. Je finissais ma question. Ça va calmer. Je n'ai pas été outré.
Je n'ai pas été élucidé. J'ai lu un article qui est celui-là, effectivement, qui, à mon avis, n'est pas correct. Ah, OK, c'est le journaliste qui a C'est parlé. tout. OK. Ben, je vais le dire, oui. Donc, est-ce qu'il y a des poursuites qui vont être entamées ou déjà entamées de la part de soit de la Ville? Parce que ça incrimine la Ville aussi par après. On va y arriver. Là. Non, il n'y aura pas de poursuite. Il n'y aura pas de poursuite. Et vous avez pas entendu qu'il y aurait une poursuite de M. Massicotte contre le journaliste non plus, puis Non. suite à cet article? Non, Donc, pour vous, le journaliste a 100% tort de mentionner le fait que le sénateur ne s'était pas enregistré en tant que lobbyiste. Donc, pour vous, ça, c'est... Il n'y a rien de contraire à la loi actuelle. Je pense qu'il n'y a pas eu obéissement, effectivement. Alors, votre question, c'est quoi? OK. Non, c'est beau. Pour ce sujet-là, c'est bien. Plus loin dans l'article, ça dit « et la Ville », point d'interrogation. Et ça dit « les élus et les fonctionnaires ont également leur part de responsabilité dans ces rencontres. Ceux-ci auraient dû vérifier l'inscription de M. Massicotte au registre des lobbyistes avant d'accepter de... » Alors ça, c'est une parfaite élucubration, parce qu'il n'y a aucune obligation qui est faite, ni aux élus, ni aux fonctionnaires, de vérifier si quelqu'un est inscrit au lobby, c'est-à-dire à la commission du lobbyisme. On n'est pas obligé, on n'a pas à le faire, et les responsabilités incombent à celui qui veut faire du lobbyisme, et lui doit s'enregistrer, et lui doit faire des rapports. Est-ce qu'il devait le faire? Non, parce qu'à mon avis, et ça, je réponds là ce que je pense, parce qu'il ne s'est pas livré à une activité de lobbyisme lors des deux rencontres auxquelles j'ai fait allusion. Alors, voilà, je vous ai répondu. Je voudrais juste rajouter un élément de réponse. Alors, Dans votre politique de gestion contractuelle, si je peux juste rajouter un élément de réponse. la politique contractuelle a été adoptée en 2010. Oui, vous avez raison. Il n'y a rien de contraire. Ce que je veux juste... Non, vous n'avez pas posé de question à cette étape-ci, c'est monsieur qui pose la C'est question. marrant parce que là, on trouve l'information. Vous permettez? Vous avez une question? Ma question, c'est est-ce que vous pouvez laisser finir mademoiselle? Non. Vous avez une question? Pourquoi Vous avez terminé avec votre question, monsieur? Ben, je n'ai pas terminé, mais je comprends pas. S'il y a un éclaircissement à faire, Monsieur Marc, je peux me permettre de vous laisser souvent la parole à plusieurs conseillers sur les différents dossiers. Ça se trouve que j'ai fait des recherches dans ce dossier-là. Non, je ne peux pas. Oui, j'aime ça tombe bien. La question. Et quand vous aurez... Majorité, Madame Marchand. On a voté pour Ça n'a pas de sens. Il y en a qui ont voté pour Vous elle. permettez? Elle a pas parlé. Je demande de ne pas intervenir. Personne dans la salle. Si on refuse. À la période qui est réservée aux élus, vous pouvez le faire. Pour l'instant, c'est monsieur qui pose des questions. On répond à la question. Est-ce que je peux poser la même question à madame? Alors, parce qu'elle semble avoir la réponse. Posez la question. Alors, en termes de lobbyisme, qu'est-ce qui ferait en sorte que Non, elle ne répond pas. Vous posez vos questions à celui qui préside l'Assemblée. Vous venez me dire de poser une question? Non, je ne vous ai pas dit ça du tout. C'est ça. Vous avez terminé ou pas? Pardon? Vous avez terminé ou Non, pas? non, je ne vais pas terminer. Alors, poursuivez. Plus loin dans l'article, en fait, dans un autre article, pardon, il y a eu un article qui est paru dans les Versants, qui était une entrevue exclusive justement avec M. Massicotte. Le titre était « Le sénateur Massicotte entend respecter toutes les lois ». Il n'a pas l'intention de baisser les bras et est prêt à tout pour que son projet respecte les lois gouvernementales. En fait, vous nous avez confirmé aujourd'hui que selon vous, c'est pas nécessairement basé sur les règlements, selon vous, il n'a pas contrevenu à la loi parce qu'il n'était pas un lobbyiste. Alors, on vérifiera pourquoi, et je présume que vous en avez avisé le journaliste. Dans cet article, dans le versant, ça parle des études qui ont été faites. Alors, au niveau, ce que ça dit, c'est devant les nombreuses critiques faites à l'égard de la première étude, qui était de dimension environnement, le promoteur a alors engagé au printemps dernier une autre firme, laquelle a confirmé les données de l'étude précédente, mais a aussi estimé que sa visite des lieux était beaucoup trop hâtive pour la réalisation d'un inventaire floristique. Donc, on s'entend que la deuxième n'a servi à rien. Ça poursuit en disant, pour remédier à la situation, une troisième étude sera effectuée prochainement. Nous reconnaissons ne pas avoir effectué d'études au printemps et nous prévoyons engager les meilleurs experts pour faire un autre examen des lieux sous peu, afin de nous assurer que nous ne manquons rien. Ça, c'est le promoteur qui parle.
Nous ne cherchons pas à cacher les faits, mais à connaître la réalité que nous allons bien gérer. En sachant toute la controverse qui existe alentour du dossier des hirondelles et justement le questionnement du fait que Dimension Environnement avait été une firme qui avait été engagée par le promoteur et c'est la même firme que la Ville a engagée pour faire sa caractérisation des 10 secteurs qui est la base du plan de conservation ou de développement. La question est, pourquoi est-ce que la Ville n'est pas responsable de faire ces études, ou cette troisième étude, et ne force pas le promoteur, justement, à se ranger devant les exigences de la Ville, après multiples représentations de citoyens, des observations qui ont été faites, des scientifiques, des organismes, le PMAD, etc. Je pourrais continuer. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la Ville qui prend charge du dossier pour justement faire la lumière là-dessus? Vous avez été élu sur la plateforme Rigueur, Transparence et Intégrité. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir contrôle du dossier et ne pas être esclave au promoteur? Parce que, pour la bonne raison que le promoteur doit obtenir certaines autorisations du MDEP et s'il procède à de nouvelles études, c'est pour arriver à obtenir les autorisations dont il a besoin. Je reviens encore une fois, il y a assez d'exemples qui ont été démontrés. Le dernier était à Carignan, lorsque un promoteur avait fait des études et ont été falsifiées. Alors, je reviens encore une fois. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la lumière là-dessus? Vous savez très bien que la majorité, en fait la grande majorité des citoyens de Saint-Bruno ne veulent pas de développement dans cette section-là. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la Ville qui prend charge du dossier? Nous n'avons plus charge du dossier jusqu'à ce que nous n'ayons plus charge du dossier, c'est-à-dire que maintenant, les autorisations doivent être obtenues au MDEP. C'est ce que vous avez décidé. Non, parce que vous pourriez exiger au promoteur, encore une fois, plus de rigueur. Non, pas à cette étape-ci. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. C'est votre volonté. Pas à cette étape-ci, le ministère le fera. Alors, j'ai répondu à vos questions. Je vous remercie, M. Garand. Ma dernière question. Monsieur, tantôt, a parlé des rencontres avec M. Mascotte. C'est des rencontres formelles avec votre... Vous avez parlé de M. Larose, c'est le directeur de l'urbanisme, je crois. Je présume qu'il y a des procès-verbaux pour ça aussi. Il n'y a pas de procès-verbaux là-dessus. Donc, le gars ne s'enregistre pas. Il n'y a rien enregistré au niveau procès-verbal non plus. Vous le rencontrez une deuxième fois. Encore là, pas de procès-verbal. Faites-vous ça avec tous les promoteurs? Non, je ne fais pas ça avec les promoteurs. Je vais vous dire ce qu'il en est. La première rencontre consistait à une rencontre qui avait été demandée par le sénateur Mascotte, le promoteur de ce dossier. Nous venions d'être élus depuis quelques semaines et il entendait exposer un projet de développement que nous ne connaissions pas. Il est venu et nous avons accepté de le rencontrer. Et la rencontre a consisté à nous exposer avec un document qui était le premier document relatif à son projet et qui était le document, je dirais, embryonnaire. L'exposé a duré environ 20-25 minutes et au terme de l'exposé, j'ai invité le sénateur en lui disant que s'il voulait poursuivre avec ce projet, il devrait maintenant traiter, lui ou ses représentants, avec le service d'urbanisme de la ville. Ça a été la première rencontre qui n'a consisté en rien d'autre. La deuxième rencontre. Non, ça ne me paraît pas être du lobbyisme. Un promoteur, quiconque a un projet à la ville, peut très bien exposer un projet. Bon. Il y avait le lobbyisme, il n'avait pas à intervenir pour obtenir une faveur ou quoi que ce soit. C'était une zone qui était zonée résidentielle. C'était pas lui? La première rencontre, le terrain de lui appartenait. Il était en négociation à ce moment-là, a-t-on appris par après, pour obtenir le terrain. Mais de toute façon, nous n'avions pas, à ce moment-là, aucune indication à l'effet qu'il y avait une pression de sa part lors de la rencontre pour obtenir quoi que ce soit. Il n'avait rien à obtenir de nous de toute façon. La deuxième rencontre a eu lieu 5 ans. Oui, il nous a rencontré pour exposer son projet de développement. Deuxièmement, la rencontre à laquelle vous vous référez, la deuxième, a eu lieu 5 ans et demi à peu près ou 6 ans plus tard. Et c'est moi qui l'ai demandé celle-là, parce que nous avions terminé les études à être entreprises et à être réalisées par le service d'urbanisme et par
Le comité d'urbanisme de cette ville était terminé et les recommandations étaient favorables. Alors j'ai voulu le rencontrer pour lui demander, compte tenu des résultats que nous avions, si il était possible pour lui de m'indiquer s'il entendait toujours aller de l'avant dans ce dossier. Et la réponse a été oui. La rencontre a duré une demi-heure. Nous avons eu le temps de prendre un café et ça a été terminé. Tout à fait motivé par lui-même. Vous comprenez Non, je ne comprends pas ce que vous voulez. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Je ne sais jamais. Alors, on vous voit rencontrer M. Massicotte, qui est le promoteur du projet, mais en fait, avant ça, il n'était même pas le propriétaire. Mais c'est pas grave. Et pour nous, la définition de lobby, on doit l'avoir mal interprétée ou compris. Non, mais c'est parce que vous n'avez pas écouté ma réponse. Je vous ai dit qu'il avait demandé à me rencontrer pour exposer un projet de développement dont j'ignorais la nature totalement. Alors, essayez pas de... Si moi je vous appelle, hey, j'ai un projet, vous allez me rencontrer? Peut-être. Je vous remercie, monsieur. J'ai une dernière question. Je vous remercie. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on entend par lobbyisme? Parce qu'un moment, j'ai l'impression qu'on s'interroge sur le terme, et j'ai l'article de loi devant moi. Non, mais ça, c'est pas grave. Vous pourrez intervenir. On veut l'entendre. On veut l'entendre. Vous pourrez intervenir quand ça sera le temps. Maintenant. Je vais juste simplement dire que c'était une activité de lobbyisme. C'est tout à fait légitime en tant qu'il soit conforme à la loi et que le lobby soit moi, je considère qu'il n'y avait pas d'activité de lobbyisme. Mais je vous lise, on pourrait en parler à ce moment-là, parce que oui. Pas besoin de lire, j'ai tout lu la loi. Et par ailleurs, Monsieur Gallimond, je vous remercie beaucoup. J'ai une dernière question, M. Benjamin, très rapide. Vous avez je reviens sur ce que vous avez dit à Mme Rodrigue. Vous avez dit que vous avez écouté le reportage du maître Jean-François Girard et que vous avez beaucoup appris. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris comment ça devait se dérouler et quels étaient les commentaires d'un spécialiste comme celui-là sur des projets comme celui-là. Donc, et tout. C'est intéressant. Je vous en prie. Prenez-en connaissance, vous allez voir. J'y vais, moi. Je vais y aller mercredi. Est-ce que vous pouvez déléguer un de vos élus à y aller mercredi? J'ai répondu tantôt. Monsieur André Aymar, non, vous n'avez pas répondu à cette question-là. Vous n'avez pas répondu. Rejoindre votre siège, s'il vous plaît. Monsieur Aymar, s'il vous plaît. Monsieur Aymar, voulez-vous vous asseoir, s'il vous plaît, monsieur Vandrick? Asseyez-vous. Non seulement tu n'as pas le droit de parler, mais il faut que tu sois assis. Monsieur Aymar. Ben oui. Bonsoir. Vous avez regardé le site web de la ville de Saint-Guillaume dernièrement. Et entre autres, j'ai découvert une rubrique qui s'appelle Écho de la mairie. J'ai parcouru les différentes chroniques. J'ai réalisé que c'était pour la plupart de la propagande politique, là, une banque de salade, un petit peu sous pression. Mais ce qui m'a surtout surpris. Pression pas forte. Pas parce que vous n'essayez pas d'en mettre, mais s'il n'y a pas forte. Non, mais pas du tout. Très bien. Mais quand même, les 4 premières chroniques portent curieusement toutes sur le projet de la futée. Projet de la futée. Coût et revenu pour la municipalité. Pourquoi un projet? Boiser des hirondelles, la ville a respecté toutes les règles d'éthique. Et enfin, projet de développement de la futée, un PDF de 22 pages où le promoteur, en long et en large, décrit très très bien, à fond de train, les moindres détails du projet. Alors je me posais la question, est-ce que c'est quoi l'intérêt de la ville? La ville, est-ce qu'elle est partenaire avec tous les promoteurs qui ont des projets comme ça? Et est-ce qu'elle les héberge sur son site web pour leur permettre de faire la promotion de ces projets-là? Compte tenu que nous pensions qu'il y avait un intérêt de la population de connaître quelle était la nature du projet, nous avons pensé qu'il s'imposait de le mettre sur le site pour que les gens puissent savoir de quoi il s'agissait. C'est tout. Y compris le projet détaillé de 22 pages où on voit la largeur des driveways, les configurations des lots, les revêtements des maisons et tout ça. Et en quoi ça vous dérange? Ça me dérange parce que la plupart des promoteurs payent pour faire de la promotion. Est-ce que ça coûte quelque chose à la ville d'héberger un site web? Je ne sais pas. Est-ce que les autres... Ça coûte quelque chose. Ça coûte très cher. Non.
Parce que c'est un site web qui est professionnel, qui est bien fait. Alors donc, vous faites un cadeau à votre promoteur préféré. Moi, je ne peux pas mettre ça en bibliothèque. Où sont les autres projets? Non, mais c'est la promotion. Ça, c'est presque du partnership. Non, je n'ai pas terminé, j'ai une autre question. Est-ce qu'on pourrait savoir si le propriétaire du 851 chemin des Hirondelles, est-ce qu'il a payé ses taxes? 851 chemin des Hirondelles. Le sénateur Mascotte. Est-ce que les taxes sont payées? Ah, ça, je ne sais pas. Vous savez pas ça? Non, mais je vérifie. On s'apprête à livrer une partie du territoire à un bonhomme qui ne sait pas si les taxes sont payées. Quand quelqu'un n'a pas payé ses taxes, nous prenons les... Mais il y a une historique. Il y a une historique dans ce cas-là, monsieur. Alors, vous savez très bien qu'à Trois-Rivières... Laissez-moi répondre. D'après ce que je sais, M. Mascotte a payé tout ce qu'il avait à payer. Il m'a dit que vous ne saviez pas. Non, mais d'après ce que je sais, tout ce qu'il avait à payer a été payé. Alors, je ne sais pas. Pour ce qui est des taxes, moi, je n'ai pas de conseil à vous donner. Je n'ai pas de conseil à vous donner. Mais avant de confier tout ça, peut-être qu'il faudra vérifier s'il a payé ses taxes. Parce qu'à Trois-Rivières, il a attendu la veille de la vente aux enchères pour aller payer ses taxes sur les terrains de l'hippodrome. Il y a même un promoteur de Trois-Rivières qui voudrait acheter le terrain. Et comme il ne sait pas à qui appartient le terrain, il ne sait plus si c'est à Mascotte ou à un autre, ben, il n'ose pas faire d'offre d'achat. Il faudrait vérifier si le monsieur est crédible, s'il a payé ses taxes. Ça ne vous inquiète pas, nous, ça nous inquiète. Bien sûr. Oui, merci. Je suis frustré parce que je ne sais pas ce que les conseillers autour de la table font. Est-ce que la responsabilité, c'est d'écouter les citoyens? Est-ce que c'est la responsabilité d'écouter les citoyens? Depuis que je suis arrivé, la conseillère, Mme Hamelin, elle écrit un roman sans écouter les citoyens. Alors, nous en sommes au dépôt de documents. Tout d'abord, sur les listes de mouvements personnels. Il terminant le 20 février 2012, de même que la liste des dépenses budgétaires pour l'exercice 2011 au 3 février 2012.